Madame, Monsieur, bonjour et toutes nos excuses pour ce retard à constater au démarrage de cette émission. C'est donc parti pour une heure d'échange autour des principaux points de l'actualité nationale et internationale. Ce matin, 3 sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons notamment de l'AES avec le communiqué relatif au passeport AES. Nous ferons également le bilan donc du retrait de l'AES, donc de la CEDEAO, à l'avant-veille donc de sa date anniversaire. L'actualité cette semaine est également marquée donc par l'investiture du président Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Le président Trump qui a aussi signé des décrets pour acter ses premières décisions. Parlant donc d'élections, nous dirons un mot sur les présidentielles prévues au Gabon pour le 12 avril prochain. Le président Brice Nguema sera-t-il candidat à ces élections? Nous donc entendrons donc l'analyse de nos chroniqueurs sur ce sujet. Nos invités justement sur ce plateau, Ahmed Kone, journaliste et consultant en santé média. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Adama Kaboré de Attitude Média. Bonjour. Oui, bonjour Abouakar, bonjour aux techniciens de la RTB. Et Aimé Kambiré, journaliste certifié en journalisme, communication et conflit, est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Blaise Kintega, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour à vous, Sagnon, bonjour à tous. Merci donc pour votre disponibilité. Alors, dans un communiqué daté du 23 janvier lu à la télévision nationale par le ministre en charge de la communication, le président de la Confédération des États du Sahel a informé l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports AES à compter du 29 janvier 2025. Le communiqué précise que les anciens passeports demeurent valables jusqu'à la date d'expiration. Les anciens passeports arborant les locaux CEDEAO en cours de validité donc peuvent être remplacés par les nouveaux passeports AES. Alors c'est une actualité que vous avez certainement suivie. Alors Ahmed Kone, comment est-ce que vous appréciez cette décision de l'AES de mettre en circulation des passeports confédéraux estampillés AES? Je crois que c'est un pas de plus vers la consolidation des acquis. Parce qu'un passeport AES, cela veut dire qu'on confirme effectivement qu'on ne va pas reculer, qu'on va de l'avant. Et ça conforte aussi, ça soulage les populations parce que tout le monde se demandait finalement c'est à quand ce passeport-là. Et le passeport sort maintenant, à partir officiellement du 29. Ceux qui voudront en disposer pourront en disposer. Maintenant, je pense que le montant va certainement être le même aussi, c'est 50 000 francs, c'est ce que j'ai compris. Et donc, ça confirme de plus en plus qu'une citoyenneté AES est en marche. Et ça vient renforcer la conviction que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne vont pas retourner à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO nous a donné 6 mois, mais on lui donne quelques mois pour sortir notre passeport. Cela veut dire qu'on ne va pas reculer et qu'ils n'ont qu'à bien se tenir. Parce que les passeports CEDEAO, nous n'en voudrons pas. Puisque nous avons notre passeport. C'est une identité vraiment qui se confirme de plus en plus. Les États sahéliens tiennent à la rupture. D'accord. Alors, Blaise Kintega, vous partagez l'avis du doyen Ahmed Kone sur ce sujet. C'est une avancée vers la consolidation donc, de l'espace AES. Oui, mais avant, c'est ma première émission. Je vais donc dire bonne heureuse année 2025 à vous et à l'ensemble donc, des téléspectateurs donc, de la RTB, le Burkinabé de façon globale de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, un peu contrairement au doyen, moi je pense que on n'a pas à dire à la CEDEAO de se tenir, de se tenir, comme il a dit, un doyen. Considérer que... Voilà. Et en fait, dans la vérité, dans ce bas monde, comme je l'ai dit la fois dernière, vous vous rappelez, je vous avais dit que tant que la bagarre n'est pas finie, il faut se préparer à la bagarre. Et la vérité, lorsque dans ce bas monde, vous n'êtes pas une menace, vous serez menacé. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, on peut féliciter donc, à travers donc, la mise sur pied donc, de ce passeport-là, aussi bien dans la forme que dans le fond. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
par rapport donc, aux différents communiqués qui sont faits ça et là par la Confédération. Mais la mise sur pied d'un instrument comme le passeport, c'est déjà une marque d'une entité qui veut de plus en plus s'affirmer, qui veut aussi tenir compte des besoins des populations, créer donc une sorte d'harmonie au niveau donc d'un certain nombre de documents administratifs qui permettent donc à cette entité-là de s'affirmer dans la sous-région, mais également au niveau international. Donc c'est un instrument qui vient à point nommé. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas eu trop d'originalité du point de vue du fond par rapport à ce passeport-là. Donc c'est ça un peu qui nous laisse un peu perplexes parce que pour un passeport comme ça, il y a au niveau donc, de la forme, les images à l'intérieur, au-delà donc des devises, des symboles, etc. Je pense qu'on pouvait aller aussi dans l'innovation en symbolisant quelque chose aussi du Sahel à l'intérieur et tout ça. Bon, ça, c'est des critiques un peu qu'on fait. Et puis, je pense aussi qu'il y a une sorte aussi de conformité par rapport donc, à la législation internationale et aussi sous-régionale. Donc, je pense qu'il faut travailler tous ces aspects-là pour que ceux qui détiennent ce passeport-là n'aient pas de difficultés à circuler dans d'autres espaces. Donc je pense que des assurances aussi ont été données quand je suis allé à l'information qu'avec ce passeport-là, les gens n'auront pas de difficultés. Je pense qu'il faut faire ce travail de communication-là pour que les populations comprennent mieux les enjeux liés à ce passeport-là. Donc on peut se féliciter qu'après donc, le premier sommet des chefs d'État, on commence à avoir la mise sur pied d'un certain nombre d'instruments. Mais comme on le rappelle à ceux qui nous dirigent actuellement, il faut faire des travaux de fond. Il ne faut pas aller superficiellement. Il faut chercher aussi des gens. Moi, je l'ai dit, même les experts qui se réunissent par moment pour valider des choses, après on nous rend public un certain nombre de choses sur lesquelles on a beaucoup à dire. Ce élan de panafricanisme-là, ça n'a pas été construit en une journée. Ça a été construit sur un long temps. Il y a un certain nombre d'acteurs qui comprennent la profondeur de cette dynamique de l'unité africaine. Il faut aller à la source, il faut aller chercher un certain nombre de personnes qui comprennent les enjeux liés à cette idée de confédération pour qu'on puisse aplanir, et harmoniser un certain nombre d'instruments qui puissent nous aider à consolider l'AES. Vous avez bien compris, qu'est-ce que vous ne partagez pas donc dans l'analyse du doyen Ahmed Koné? Non, je veux dire que le doyen avait dit que la CEDEAO n'a qu'à se tenir prêt ou se tenir rangé, etc. Moi, je vous ai dit ici, vous vous rappelez qu'on avait dit le matin que moi je vous avais dit par rapport à cette histoire de décrispation qu'il n'y a pas de décrispation avec ces gens-là. Soit vous êtes prêts au combat, et après, vous êtes dissuasif, on vous respectera. C'est comme mon ami Kim Jong-un. Est-ce que chaque matin, c'est les gens qui font des communiqués pour lui demander pardon? Attention, il ne faut pas appuyer sur le bouton, etc. C'est comme ça le monde. La vérité, c'est quoi? Vous avez des gens qui ont un certain nombre de réseaux et de clubs où le mensonge, la perfidie et tout ce qu'on sait est enseigné. Les gens ont grandi avec. Et les gens savent le dire en toute solennité, avec tous les termes de la diplomatie qui vont avec. On est dans l'amour, mais derrière, c'est des sorciers, des trucs. Donc, ça, il faut que l'AES comprenne ça. C'est comme la force des 5000 hommes. Pour moi, il faut 30 000 hommes. Le Sahel est grand, on a plus de 2 millions de kilomètres carrés. On a 30 000 hommes. Et quand on voit qu'on veut nous emmerder, on organise une opération antiterroriste à la frontière de notre AES. Et on est dissuasif. C'est comme ça que le monde va nous respecter. Et vous voyez ce qui se passe au niveau international. On en parle là avec cette histoire de Donald Trump. Plus vous êtes structuré, plus les gens savent que, attention, ces messieurs-là, ce sont des bagarreurs. Il faut qu'on aille dans la dynamique de la paix. Plus les gens vont vous inviter à la table de la paix. Il ne faut pas qu'on croie naïvement que non, on va faire des discours. Oui, c'est les jeux d'amour, on reçoit les gens, les ambassadeurs, machin, ça va gagner. Non, il faut une aile bagarreur, il faut aussi des gens qui disent bon oui, on faut aller doucement dans la bagarre. Et c'est comme ça qu'on va nous respecter au niveau international. On vous a bien compris, on va voir si tout cela donc est partagé par Aimé Kambiré. Est-ce que vous comprenez donc la dynamique, en tout cas l'analyse de Blaise Quintega sur cet aspect? Disons que je comprends partiellement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on dorme sous nos lauriers. Et donc, c'est tout à fait normal que souvent des critiques un peu véhémentes soient souvent adressées afin qu'on se réveille parce qu'on n'a rien gagné. Dans le cas de la mise en place de la Confédération, on n'est qu'au début. Il ne faut pas qu'on dorme. Il
faut pas, la paix d'avant où on était au Moyen-Âge, c'est fini. Parce qu'on vous permet d'être en paix si vous acceptez d'être derrière. Mais si vous voulez avancer, ça veut dire que c'est la bagarre. Vous voyez le plus grand pays du monde, les États-Unis, ils sont dans la bagarre. Et c'est incompréhensible pour certains. Donc je partage en partie. Il n'empêche que je pense que la mise en place de la Confédération, c'est un processus. Voilà, il a rappelé, il y a eu le premier sommet donc, des États de l'AES où on a désigné le général Assimi Goïta comme président. Et donc, ils avaient annoncé un certain nombre d'institutions à mettre en œuvre. Vous voyez que sur le plan national, on a désigné aussi le président de la commission nationale, en la personne de Bassolma Bazé, avec 2 vice-présidents. Je pense qu'on a procédé au lancement d'une web TV. On a également autre chose qu'on a mise en place, est-ce que j'en oublie? En tout cas, il y a des annonces par rapport à la future institution parlementaire. Il y a bien d'autres, la création prochaine d'une banque d'investissement, si on s'en tient à ce que le président a dit. Donc, et puis, le lancement, donc, passeport, voilà, qui entre en vigueur à partir du 29 janvier. Donc, pour moi, c'est un processus et ça montre, je suis plutôt d'accord avec le doyen, que oui, c'est pour dire que le délai de prolongation qu'ils nous ont accordé là, qu'ils ont accordé à l'AES, voilà, n'intéresse pas l'AES. Il faut qu'on contraigne même la CEDEAO à respecter ses propres textes qui disent que lorsqu'un membre ne veut plus faire partie de l'Union, il vous le prévient par écrit et au bout d'une année, c'est acté. Donc je pense qu'à partir du 28 janvier, c'est acté et c'est pour dire qu'ils ne s'amusent pas. Et voici les faits. Il faut créer une citoyenneté, il faut un document de voyage parce que la CEDEAO avait aussi un document de voyage. Donc c'est pour dire oui, la CEDEAO, ça n'est fini. Pour moi, c'est comme ça que je fais comme lecture. Mais de temps en temps, nous qui souvent observons, on a l'impression que souvent les gens aussi commencent à être fatigués de la situation, alors qu'il ne faut pas être fatigué. Il faut mener le combat pendant 10 ans s'il faut. Il faut même voir pendant 20 ans s'il faut. Voilà, jusqu'à ce qu'on vous laisse une place et que dans le Conseil des Nations. Donc voilà pourquoi je comprends en partie ce que Blaise Keïta vient de dire. D'accord. Alors Adama Kaboré, quelle analyse donc vous faites de cette situation, le lancement le 29 janvier prochain du passeport de la CEDEAO qui va entrer en vigueur? L'AES a tout simplement respecté le timing qu'elle s'était donné. Mais permettez-moi de saluer nos forces combattantes qui sont stationnées un peu partout sur le territoire national. C'est vrai que c'est dur, mais quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et je sais que nos FDS sont vraiment des durs. Donc, je disais que l'AES a respecté le timing parce que c'est le 29 qui est la date limite. Et elle n'a pas attendu que le délai voilà, que le délai s'expire pour mettre cette citoyenneté commune déjà en place et il faut le respecter. Il faut noter que dans la forme, c'est un passeport de 32 pages. Il n'y a vraiment pas grande évolution avec le passeport CEDEAO en dehors du logo estampillé AES avec les armoiries de chaque pays et avec une page qui contient les données. Donc, il faut se féliciter de la sécurisation même de ce titre de transport-là. Voilà, qui, a priori, déjà, selon les spécialistes, respecte les normes internationales. Sur le bilan, si vous permettez... Oui, on va y aller. Okay, oui, voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce passeport-là. Mais il faut noter que... il y a beaucoup qui reste à faire et que vraiment l'AES, les 3 États doivent déjà maintenir la pression sur la communauté sous-régionale, notamment la CEDEAO, voilà, pour les faire suivre leur cadence en réalité. Donc déjà ce document-là est une preuve, en plus déjà de l'existant, voilà, est une preuve indéniable de la volonté des 3 États de l'AES à quitter la CEDEAO. D'accord. Alors, on a commencé à aborder le sujet. Je pense que Aimé Kambiré a fait un peu aussi le bilan. Alors, doyen, nous sommes pratiquement à 1 an donc, de ce divorce, si on peut le dire ainsi. Les pays de l'AES qui décident de quitter la CEDEAO. Depuis cette date, quel bilan on peut en tout cas établir des actes, des actions qui ont été posées au sein de l'espace confédéral?
jusqu'à présent, j'ai envie de dire, les bilans sont surtout d'ordre politique. Les chefs d'État ont réaffirmé effectivement leur volonté de rester ensemble. On a vu la mobilisation populaire chaque fois que les chefs d'État se réunissent, que les experts aussi se réunissent. La mobilisation du côté des jeunes, la mobilisation du côté des femmes. Récemment, l'Alliance des femmes de l'AES s'est réunie et a entrepris un certain nombre d'actions. Nous voyons aussi que du côté des forces en lutte, nous voyons qu'il y a du succès sur le terrain, que ce soit au Niger, au Burkina Faso ou au Mali. Les forces sont en éveil. Et on a décidé aussi, non seulement de la mutualisation des forces, mais de mettre en place un contingent de 5000 hommes. Je dirais que lorsqu'on dit officiellement 5000 hommes, ça ne veut pas dire que c'est vraiment 5000, c'est plus que 5000, puisque nous avons aussi quand même un peu partout nos VDP qui luttent tous les jours, que ce soit au Burkina Faso ou d'autres organisations du genre au Niger et au Mali. Il est certain que les populations sont mobilisées derrière les chefs d'État. Et chaque fois, on le voit. On voit au plan culturel, c'est très important, que quand même il y a un alliage des différents groupes culturels pour dire que nous sommes les mêmes peuples du Sahel, nous sommes debout, nous apprenons à nous connaître davantage, à nous organiser. On voit les ministres de la communication, les ministres de la culture, les ministres du tourisme qui organisent un certain nombre qui prennent un certain nombre d'initiatives pour montrer jusqu'à quel point effectivement les populations sont ensemble. Je crois que c'est très important, il faut le souligner. Maintenant, pour ne pas aller trop loin, je dirais que ce qui me semble important aujourd'hui, c'est du côté du portefeuille et donc du panier de la ménagère. Il faudrait qu'on sente que le commerce vit net et bien et mieux et que les infrastructures, effectivement, on est en train de travailler sereinement là-dessus et que donc les hydrocarbures, etc. Il faut que nos ministres travaillent davantage ensemble pour que les populations sentent sur le terrain qu'il y a un alliage des forces, notamment pour réduire la facture un peu partout. Par exemple, le Niger a son pétrole. Je pense que les Burkinabés aimeraient bien avoir du pétrole comme au Mali. Ils aimeraient bien avoir les hydrocarbures moins chers et ainsi de suite. Il y a le maraîchage qui se développe un peu partout. Vraiment, je veux dire qu'il faut que les populations sentent dans le mandat qui arrive, enfin, je veux dire la deuxième année du mandat, il faut que les populations sentent que être dans l'AES, c'est concret par rapport au coût de la vie, par rapport à un certain nombre de chantiers, des infrastructures. On a annoncé des barrages, on a annoncé les chemins de fer. Il faut qu'on voit des débuts d'exécution. Maintenant, sinon, la litanie, les discours politiques, il y en a beaucoup. On sent la volonté. Maintenant, il faut aller un peu plus dans le concret pour que les gens voient organisement, les gens voient concrètement qu'est-ce qui se passe, quels sont les bienfaits. Parce que l'un des avatars qu'on a eu avec la CEDEAO, c'est aussi de ne pas trop communiquer. Et ils sont restés un peu trop bureaucratisés. Et donc, il faut que l'AES sorte de cela, sorte et fasse des chantiers qui permettent aux populations d'être dans l'assurance qu'effectivement, c'est un bienfait de se retrouver ensemble entre Sahéliens. Le Sahel, ça veut dire la maîtrise de l'eau. Ça veut dire aussi des barrages. Je vais en passant égratigner un peu un certain nombre de gens pour dire que en 1974, j'ai eu la chance d'assister à la FIDAC, Foire internationale de Dakar. Ceux qui étaient à Dakar ont vu. J'ai vu le chantier du Yangtze-Kan, je pense, le grand barrage du Yangtze-Kan en Chine. Mais c'était comment? C'était monstrueux. Il faut qu'on voit avec nos amis chinois comment on peut faire un grand barrage, j'allais dire, qui surplombe les 3 pays du Sahel, par exemple. On peut le faire. On a des grands fleuves. On n'a qu'à s'organiser. Par conséquent, il faut que les gens sentent que l'AES aussi, c'est du concret au niveau de l'agriculture, de l'industrialisation. Nous avons mis en place des unités de production de tomates. Dans les autres pays voisins, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on harmonise au plan du développement un certain nombre de chantiers qui fassent que les gens soient convaincus que sur le terrain politique, c'est peut-être bon, il y a des initiatives, il y a des discours politiques, il y a la volonté politique, mais sur le terrain, il y a du concret qui se passe et les gens le ressentent aussi dans le panier de la mélangère. On vous a bien compris. Alors, sur le bilan, Blaise Quintega, qu'est-ce que vous retenez donc un an après le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO? Non, je pense que Doyen a dit quelque chose qui est important. J'ai comme l'impression que les présidents pensent que nos populations ne se connaissaient pas.
Donc il y a des hésitations. C'est vrai que sur le plan militaire, on peut se féliciter d'un certain nombre d'avantages, d'avancées plutôt. On a aussi le plan aussi politique, comme Doyen l'a dit, un certain nombre de discours ont été jetés dans l'opinion. Sur le plan culturel, etc., il y a des activités de part et d'autre qui ont été organisées et tout. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est des activités, j'allais dire, qui sont sous un format, qui sont décalées, en fait, de la compréhension que les populations ont, ou de moins les populations veulent de notre alliance des États du Sahel. Parce que la vérité, c'est quoi, comme Kambiré l'a dit, les gens ne sont pas... les gens ne baissent pas la garde. Mais en réalité, j'ai comme l'impression que, moi je l'ai toujours dit ici, les dirigeants de l'AES ne comprennent pas la psychologie sociale des populations de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments qui pourraient nous permettre d'aller vite et bien. Aujourd'hui, à partir, je vois des rencontres et des réunions des experts, il y a des rencontres même qui n'en valent même pas la peine puisque tous les instruments sont là. On a des gens qui ont réfléchi sur comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble. On a des populations qui, du point de vue commerce, comme Doyen l'a dit, les gens faisaient du commerce à Bamako, à Niamey, etc., etc. Il suffit simplement, à partir de la lutte pour l'indépendance politique, d'activer un certain nombre d'instruments. Ça nous coûte quoi de mettre en place une agence sahélienne du développement qui va être en fait une agence rapidement qui va conduire un certain nombre de projets innovants dans notre espace et qui permet, même s'il y a des partenaires qui viennent, c'est à travers cette agence sahélienne du développement là qu'on met tout. C'est comme tout dernièrement le représentant de l'Union européenne qui part en visite au Premier ministre et qui annonce l'arrivée d'un représentant de l'UE pour le Sahel. Et moi, je l'écrivais à quelque part, il faudrait que ce monsieur-là vienne trouver le représentant du Sahel pour l'UE. Et c'est celui qui doit venir rencontrer. Ce n'est pas venir pavaner de salon en salon ici. On prend un représentant de l'UE pour le Sahel, il vient ici, on le trimballe voir le chef de l'État. Ils ne sont pas égaux. Donc, il y a aussi la symbolique qui doit aller avec. Les gens nous ont dit qu'ils vont travailler sur les champs invisibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place du point de vue invisible et point de vue symbole aussi pour montrer que cette unité de nos populations, là, ça n'a pas commencé hier et fait différemment de la CEDEAO. Moi, mon gros problème actuellement, on est parti soulever une matrice de type néocolonial qu'on veut, à l'intérieur, maintenant, on veut mettre tout. Donc, moi, mon gros problème avec l'AES actuellement, c'est ça. Il faudrait de la profondeur du point de vue de la mise en œuvre. Est-ce que les commissions nationales là, qui sont mises en place ne répondent pas d'une certaine façon à cette proposition que vous venez de faire, peut-être en attendant, peut-être que ça passe au niveau, j'allais dire, confédéral? Non, le problème, j'ai dit ici lors d'une émission à question majeure, qu'il faut harmoniser l'architecture même des trois gouvernances. Vous avez les parlementaires de l'AES, mais vous ne pouvez pas parler parlementaires de l'AES, le Niger n'a pas de parlement. Comment on fait? Il faut harmoniser ça d'abord. Deuxièmement, vous avez cette histoire des commissions. C'est au Burkina que nous, en avant de la commission nationale de l'AES, les objectifs, l'organigramme, etc., etc. Il y a des choses qu'on peut mettre déjà en branle. Prenez les universités. On met en place un collège scientifique de l'AES. Il y a des gens, on a des centres de recherche. C'est vrai que du point de vue financement, c'est des centres qui sont restés pendant longtemps sous financement extérieur. Mais rapidement, il y a des gens idéologiquement qui comprennent la nécessité de l'unité de nos trois États là à travers donc cette alliance militaire qui a été faite dans un premier temps. Mais ensuite, comment on fait pour que la population puisse comprendre les enjeux. Et même les hésitations au sein de nos différentes armées en tant qu'entités respectives. C'est d'abord lié à l'histoire de nos armées. Mais à l'intérieur aussi, vous avez une génération d'officiers et de soldats de première classe, de deuxième classe, qui comprennent qu'aujourd'hui, l'Afrique gagnerait à être dans l'unité. Maintenant, idéologiquement, qu'est-ce que vous faites pour aplanir les compréhensions, pour éviter les hésitations? Moi, c'est le gros problème. Donc, je vais dire simplement qu'on doit harmoniser un certain nombre d'instruments. Et une fois que vous avez harmonisé ça, c'est de mettre en place un certain nombre d'initiatives qui donnent des lueurs d'espoir. Parce que si la population... Est-ce que justement, on n'est pas sur cette lancée? L'AES, si on peut le dire, n'a que 1 an. Est-ce qu'en 1 an, justement, au regard du parcours qui a déjà été fait, comparé peut-être à d'autres organisations, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment en retard et que les lignes ne bougent pas d'une certaine façon? Donald Trump a signé combien de décrets en une journée? Personne ne dit que Donald Trump va vite en besogne. Hein? C'est un ancien président. Non, mais c'est pas... Non. Doyen, là, nous, on n'a pas vécu la période de la révolution de Sangoulé, Lamidana, etc. etc. Mais la vérité, c'est quoi? Tous ces panafricanistes qui ont théorisé sur l'Afrique, d'autres même sont morts aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, depuis les 1 année de l'AES,
On parle de Kizerbo. Depuis quand, dans un document de l'AES, on a fait une citation de Kizerbo, en dehors du capitaine Ibrahim Traoré, qui, lors du lancement de l'APEC, a rappelé une des phrases de Joseph Kizerbo et de Wezen Koulibaly à l'époque. Tous ces grands panafricanistes qui ont écrit sur l'Afrique, tous ceux qui ont fait le travail antérieur sur l'Afrique, comment on sent ça dans l'AES? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que je vais dire simplement, rapidement, aujourd'hui, il y a des instruments qu'on peut mettre en place. Il ne faut pas dire qu'on a du temps. Mais regardez comment Donald Trump, il a signé combien de décrets en si peu de temps. Et même ces décrets qu'il a signés, est-ce que ça, depuis qu'il est venu au pouvoir, depuis qu'il a commencé à signer ces décrets-là, est-ce que vous voyez qu'au sein de notre alliance, on est en train de faire des réflexions sur comment il faut recalibrer notre collaboration même avec les États-Unis? Parce que si vous ne travaillez pas sur un certain nombre de symboliques, les gens vont disperser vos forces au niveau national. Et comme moi je l'ai dit, il y a progressivement une mutation, une entrée d'un type de personnel dans nos différents organes de l'AES, moi m'inquiète. Ça, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Parce qu'il faut travailler à ne pas recruter des gens qui vont venir à l'intérieur saboter la dynamique de notre alliance. Il faut faire rêver les peuples, et pour faire rêver les peuples, mettre rapidement en branle un certain nombre d'instruments, comme je l'ai dit, l'Agence sahélienne du développement, les gens même là, dont le Sahel n'appartient pas là. En 2020, l'Union européenne a créé ce qu'on appelle l'Alliance pour le Sahel. Ils ont créé ça. Il y a Africom également. Non, mais Africom, c'est sur le plan militaire. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ils ont nommé un représentant de l'UE pour le Sahel. Mais jusqu'à présent, on n'a pas nommé un représentant du Sahel pour l'UE. Un représentant de l'UE, du Sahel pour les États-Unis, pour la collaboration avec les Américains. Pour dire, même si l'ambassadrice peut venir voir le Premier ministre, il y a au niveau de l'AES un schéma à suivre. Donc c'est comme ça qu'il faut opérationnaliser un certain nombre d'instruments, je pense. On vous a bien compris, le doyen voudrait réagir. Non, je voudrais dire à notre ami Kintega qu'il va trop vite en besogne. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait éviter au niveau de l'AES, c'est une pâle copie des institutions africaines qui ont existé jusque-là. Parce que ces institutions n'ont été que la pâle copie imagée donc de nos États, à savoir des États néocoloniaux. Et on a bâti les institutions à cette image. Donc chaque fois, ce sont les mêmes ritournelles, ce sont les mêmes façons de faire. Non, il faut éviter des organisations qui viennent, qui seront budgétivores avec des experts à n'en plus finir, qui font des recommandations qui ne vont jamais être exécutées. Alors donc, je pense que ce qui est mieux, c'est de réfléchir sur le concret. Moi, je voudrais bien qu'on crée des structures à l'échelon des 3 pays du Sahel, mais il faut que ce soit des structures tout de suite opérationnelles. On a des bilans des organisations qui ont travaillé un peu partout en Afrique. On a des experts de grande fortune qui peuvent effectivement s'organiser. Si on va dans le domaine économique, nous avons la question de la monnaie. Il faut tout de suite débattre cette question-là. Oui ou non, faut-il une monnaie au niveau de l'AES et à partir de quand? Il faut déjà que le débat commence, que les gens se sentent intéressés. Si on va au niveau du commerce, de quel commerce avons-nous besoin? Il y a des problèmes concrets aujourd'hui. Les ports par lesquels nous faisions l'import-export, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà de grandes questions, les chemins de fer. C'est-à-dire qu'il faut aller effectivement, je ne dirais pas vite en besogne, mais il faut aller sur du concret. Sinon, si on refait les mêmes choses que les autres, à savoir agence ceci, agence cela. Les chercheurs sont déjà dans les universités et ils travaillent. Je crois qu'on peut leur donner la possibilité de nous dire ce qu'ils ont comme moisson depuis ces dernières années ou depuis de nombreuses dates. Alors on peut voir déjà à ce niveau-là qu'est-ce qu'on peut récolter comme moisson pour vite passer à l'action. C'est ça qui me semble important. Sinon, créer des organisations en plus financière. C'est pas une copie de l'AFD. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Je donne l'esprit qu'il ne faut pas aller. Non, moi je donne l'esprit de l'agence. Pourquoi? Parce que je dis, regardez, par exemple, on a l'AFD, l'Agence française de développement, l'Agence belge de développement, l'Agence italienne de développement. Les gens, ils créent des agences pour venir nous mettre en place un certain nombre de programmes. Moi, je dis aujourd'hui, on peut ne pas l'appeler l'Agence sahélienne du développement. On peut l'appeler le LICTACO, des trucs comme ça, des trucs. Mais pour dire désormais que tous ces agences qui viennent ici, là, avant d'aller et mettre en place une politique, vous passez. Un panier commun. Merci. Vous venez trouver un instrument sous-régional qui est là. C'est là-bas qu'il faut aller prendre les schémas directeurs pour mettre en œuvre les différents projets de développement. Parce qu'un projet doit être élaboré de façon endogène. Parce qu'un projet, c'est la vision de quelqu'un. Alors, cette vision de la personne doit venir trouver une vision qui est déjà déposée pour ensemble mettre en œuvre le projet. On vous a bien compris. Dernière réaction sur le sujet parce qu'on est très pris par le temps. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour la critique. Il y a de la place aussi pour les différentes propositions. Moi, je pense qu'en termes de bilan, les choses sont beaucoup
plus positive selon mon analyse. Donc, comme j'ai dit, on a désigné un président, on a mis en place des institutions. Nous connaissons tout ce qui se passe au Burkina ici. Et puis, il y a des annonces, il y a des promesses, il y a des visions. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en guerre. Et nous sommes dans la logique d'une confédération. C'est-à-dire que chaque pays garde quand même une certaine autonomie. Ce n'est pas comme les États-Unis où c'est une fédération. Le président, il est élu, ils sont en période de paix. Donc il peut déjà, et comme vous l'avez dit, il a déjà fait cette danse-là, donc il arrive à une idée très claire de ce qu'il veut faire. Nous ici, la priorité c'est toujours la sécurisation de nos territoires, la lutte contre le terrorisme. Et il y a par-ci par-là souvent des velléités, des attaques. Donc on n'est pas aussi libre dans la tête pour pouvoir mettre en branle le processus de confédération. Donc on est sur deux fronts, autant sur le plan de la sécurité que sur le plan du développement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place donc la confédération pour aller au-delà du pacte de soutien militaire entre nos auteurs. Donc, de mon point de vue, c'est maintenant qu'on sera hors de la CEDEAO, parce qu'on a quitté, on a annoncé, mais vous avez vu que la CEDEAO n'était pas d'accord, on met en place des médiateurs, vous donne des délais, donc il faut encore lutter pour couper le cordon. Et je pense qu'à partir du 28, c'est officiellement acté. Je pense qu'on aura une année où on aura expérimenté notre totale liberté vis-à-vis de la CEDEAO. Et en tout cas, quand je vois les fleurs, je pense que les fruits seront à la hauteur des espoirs. Il n'en demeure pas moins qu'il faut tenir compte des critiques, parce que ceux qui critiquent là souvent ont peur qu'on revienne en arrière ou qu'on ne copie des schémas qui nous ont maintenus dans le sous-développement pendant des années. Moi, j'ai souvent un peu peur de la multiplication des institutions. Parce qu'à un certain moment, c'est le syndrome du bilan positif. Chaque institution fait du bilan positif, alors qu'on voit... Ça devient bureaucratique, ça devient institutionnel. Jean-Pierre Desardins qui l'écrivait si bien, c'est-à-dire les prisons des pouvoirs en Afrique. Il a écrit pour le Niger, mais vous pouvez généraliser. C'est-à-dire la bureaucratie même, c'est la prison. C'est-à-dire que la fonction publique, avec sa culture, qui a des habitudes, vous voyez qu'on lutte âprement contre la corruption, mais ça revient. Les gens aujourd'hui, ils pensent que non, il faut mettre fin à toutes ces velléités révolutionnaires, on va revenir faire notre petite corruption, construire nos petites villas, etc. Donc voilà, on craint qu'on ne revienne en arrière. Voilà pourquoi il y a des critiques qui montent, mais pour moi, je pense que je suis très optimiste avec la mise en place de la commission nationale. Je pense qu'on attend beaucoup de cette commission et je ne doute pas que d'ici là, on aura de nouvelles propositions, de nouvelles idées. Les idées, il y en a. C'est comment s'organiser et mettre en œuvre. Et donc, l'année 2025, on verra véritablement les premiers pas de notre AES débarrassé donc de la charge de la CEDEAO. Merci donc à tous. Oui, très rapidement. Voilà, on dit sur le sujet parce que en termes de bilan, il faut dire que c'est un bilan en progression. Voilà, même s'il y a quand même quelque chose, il y a encore des progrès, il y a encore en tout cas des trucs à améliorer. Il faut dire que sur le plan sécuritaire, il y a déjà l'annonce d'un contingent de 5000 hommes qui va être mis en place. Et je crois qu'il faut l'opérationnaliser parce que quand on regarde la structure des trois armées actuellement, en termes de matériel, je crois que les trois pays en disposent énormément. Et en termes de technicité, même de combat, à part nos vaillantes forces de défense et de sécurité, il en existe également. L'autre aspect le plus important que je voudrais souligner, c'est l'aspect politique. Il faut dire que la décision de la CEDEAO et des États de l'Alliance des États du Sahel, quand même a fait réfléchir un certain nombre de pays, notamment le Sénégal, avec le président Diomaye Faye, qui a demandé à ce que l'armée française débarrasse de son sol. Voilà, même si j'interpelle également Monsieur le Président, voilà, de dénoncer les accords, et c'est ça que le Sénégal ne fera qu'avoir de l'opportunité. Il y a également le Tchad qui l'a fait, qui a pris à bras le corps son courage et qui a dénoncé ces accords militaires là. Donc je crois que ce bilan-là, il est positif parce que tout simplement, les trois États de l'Alliance du Sahel ont drainé derrière eux du monde
qui sont en train d'emboîter leur pas. Voilà, on sent déjà aussi des prémices côté Togo également. Et je sais que le Bénin va y venir aussi, parce que quand on fait déjà une analyse suite à la sortie du chef d'état-major du général des armées, voilà, qui demande de la synergie d'action avec les pays de l'AES, voilà, il faut dire que le bilan il est positif à ce niveau, même s'il y a beaucoup de choses encore qu'il faut vraiment réchauffer, notamment en termes de communication, avec la mise en place d'une télé, c'est annoncé, avec c'est déjà opérationnel. C'est pratiquement opérationnel et on attend que ça. Merci donc à tous pour vos différentes analyses sur ce sujet. On va passer donc à Donald Trump. Alors notre ami Kentega en avait déjà parlé, le président américain donc qui a prêté serment lundi dernier. Alors il a affiché ses ambitions pour les 4 prochaines années, justement, Blaise Kentega. Alors qu'est-ce qui vous a marqué donc dans ce discours d'investiture de Donald Trump? Non, c'est la grandeur de l'Amérique. La grandeur de l'Amérique incarnée en un Donald Trump qui, lui, c'est l'American First. American First, et puis bon, voilà, il a une nette vision de ce qu'il veut faire. Et il est beaucoup plus proche un peu sur le plan donc d'un certain nombre de décrets qu'il a signés par rapport donc au LGBT, etc. Et également... oui, sur ce point, il a été clair, il existe 2 sexes, hommes et femmes. Voilà, il est beaucoup plus humain et il est beaucoup plus proche de l'Afrique et de l'AES. Donc, on peut déjà saluer ce décret-là. Par rapport à l'OMS, je suis d'accord avec lui. L'OMS est en train de devenir aujourd'hui presque une entreprise privée. Donc Donald Trump, c'est un businessman, c'est vrai, mais après aussi, il y a la carrure de l'homme politique qui sait ce qu'il veut faire. Et donc, ça va. C'est vrai qu'au niveau du Parlement, il peut y avoir des difficultés là-bas. Mais déjà, on sent qu'un président américain engagé qui est revenu pour rebattre donc, les cartes pour les intérêts des États-Unis. Et comme moi je le dis, félicitations à lui, félicitations au peuple américain d'avoir choisi son président pour les intérêts donc, des États-Unis. Sur l'Ukraine, il y a déjà en fait des annonces d'espoir par rapport à la crise. Il préconise un dialogue avec Poutine. Ça, c'est déjà une très bonne chose. L'Europe en panique. Macron qui disait qu'il fallait quitter de l'état d'herbivore en état de carnivore. Ça panique. Au niveau de la défense, Trump dit qu'il ne va pas continuer à dépenser pour la défense de l'Europe, etc. Donc, c'est la débandade. Ça, c'est une très bonne chose pour nous, pour le continent le plus sanguinaire. Donc moi je pense que c'est du Trump, il n'y a rien de nouveau. Et ce qui m'a marqué, c'est comme je vous l'ai dit, le nombre de décrets signés en une journée, quoi. Voilà, on sent que là-bas, il n'y a pas de... On a une claire vision en fait, de ce qu'on veut faire et on prend les décisions qui vont avec pour les intérêts de l'Amérique. On vous a bien compris. Alors, Ahmed Koné, qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Qu'est-ce qui vous a marqué? Il a parlé de beaucoup de choses. État d'urgence énergétique, lutte contre l'immigration. Alors, surtout en provenance du Mexique. Oui, il faut reconnaître que pour les États-Unis, le côté hispanique effraie beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la progression de la démographie américaine, on pense à demain et après-demain, à savoir les périls mexicains, par exemple. Vous voyez, il a essayé de relancer le mur entre les États-Unis et puis le Mexique. Il va surveiller beaucoup l'Amérique latine. S'agissant de l'Afrique, bon, nous savons qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont aux États-Unis. Les gens sont partis avec des visas de quelques années ou bien quelques mois et puis ils ne sont pas revenus. Les familles même sont inquiètes. Je crois que tout ça, ce sont des problèmes qui nous interpellent. Peut-être qu'il faudrait que les Africains renégocient avec le pouvoir Trump parce que nos compatriotes qui sont là-bas souffrent beaucoup. Mais on ne voudrait pas aussi qu'on les jette à la poubelle. Alors donc, il y a des négociations qu'il faut nécessairement entreprendre pour que les Africains qui sont là-bas aussi soient mieux protégés par leur pays et qu'on trouve comment régler cette histoire de millions ou milliers d'Africains qui sont là-bas, qui végètent. Ils n'ont pas cherché à aller là-bas parce que pour faire du tort à l'Amérique, ils sont partis là parce que l'Amérique a vendu son rêve américain. Les gens sont partis pour apporter aussi leur contribution d'Africains, donc de Noirs et aussi d'humains.
à un territoire qui a toujours vanté ses mérites au plan de la liberté et de la démocratie. C'est parce qu'on les a attirés là-bas qu'ici, ils sont allés. Mais si ça s'est mal terminé, bon, il faut quand même essayer de voir quelle est la part des choses. Ceux qui voudront revenir, comment faire pour les faire revenir? Ceux qui méritent d'y rester, qui veulent rester, il faut qu'on discute. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut prendre l'affaire à bras le corps. Je dirais même ici, l'AES même peut prendre des initiatives. Comment ne pas voir au niveau de l'AES, comment négocier avec le pouvoir Trump la situation de nos immigrants qui sont là-bas. Je crois que ça aussi, c'est une paire de manches qu'il faut essayer de voir. Maintenant, il faut comprendre la place de l'Amérique dans le monde. Il n'y a pas pays plus nationaliste que les Américains. Plus nationaliste que l'Amérique, les États-Unis. Ils le montrent tous les jours d'ailleurs, les décisions qu'ils prennent. C'est vrai qu'en prenant des décisions, ils sapent en passant le moral de ses adversaires démocrates, prend le contre-pied. Bon, ça c'est la guerre entre les deux partis, mais au-delà de ça, chacun des deux partis, c'est-à-dire le Parti démocrate et le Parti républicain, travaille pour la grandeur de l'Amérique. Donc, il faut que les Africains arrêtent de toujours croire qu'un président américain élu va travailler pour l'Afrique. Non, les Américains travaillent pour eux. Ce sont les Américains qui élisent des chefs d'État américains. Et donc, c'est normal qu'on puisse, si chez nous, nos chefs d'État ne sont pas capables de répondre à la demande des électeurs, mais aux États-Unis, mais si vous ne le faites pas, on vous met dehors. Donc, chaque président américain qui est élu travaille pour les intérêts de l'Amérique. Par conséquent, la position de Donald Trump en Europe, ça se comprend. Parce que Trump, c'est un businessman. On oublie souvent cela. Quand un président arrive à la tête de l'Amérique, il défend non seulement les intérêts de l'Amérique, mais il défend ses intérêts aussi. Or, pour un président comme Trump, on ne veut pas jeter l'argent par la fenêtre. Par conséquent, toute opération à l'extérieur doit rapporter gros. Oui, et si on dit qu'il va taxer, il va taxer en tout cas certains produits qui viennent de l'extérieur. Bon, il met fin donc aux subventions accordées aux véhicules électriques. Il dit on va forer, on a la plus grande réserve de pétrole dans le monde. Alors, donc, il fait la guerre. Donc, en fait, il fait sa guerre en Europe, ce n'est pas dépenser inutilement. Mais s'il dépense, il faut que ça lui rapporte. Il faut des bénéfices, non seulement pécuniaires, mais des bénéfices politiques aussi. Or, jusqu'à présent, les partis démocrates et puis les autres ont géré les rapports de façon liée à la guerre, en fait, c'est ça, parce que l'assistance aux États européens, mais l'autre veut que ça lui rapporte gros aussi. Et il ne veut pas que les électeurs souffrent aussi de l'implication des États-Unis dans les périls internationaux, de façon à compromettre pas mal d'intérêts, en fait, c'est ça. On vous a bien compris. Alors, Aimé Kambiré, est-ce que justement Donald Trump, avec toutes les promesses en tout cas qu'il a pu faire, va pouvoir honorer ses différents engagements? Je pense qu'il commence déjà à le faire. Si on doit analyser ses débuts, c'est que c'est une politique à la fois virile et vertueuse. Ce qui est un peu aux antipodes de la gouvernance mondiale qu'on a toujours observé depuis. Vous savez, il y en a qui annoncent qu'ils vont rompre avec la France-Afrique, mais successivement, c'est toujours la même réalité. Il y en a qui jurent que le terrorisme, c'est l'ennemi numéro 1. Pourtant, ils dorment avec le terrorisme. Ils annoncent qu'ils vont venir traquer le terrorisme au Sahel, mais le terrorisme grandit. Les promesses qu'ils font, que ce soit pour leurs concitoyens ou pour l'opinion internationale, ils ne les tiennent pas. Alors que Donald Trump, ce qu'on constate, c'est qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et aussitôt arrivé la question de la migration, je pense qu'aujourd'hui, c'est les migrants illégaux qui tremblent. Et même des migrants légaux qui commencent à se poser des questions sur la question de ce qu'ils appellent aux États-Unis l'inclusion, ou etc. Il arrive, il dit, bon, désormais, il n'y a que des... Il revient, en fait. En fait, quand je dis c'est vertueux, parce que c'est basé sur le vrai. L'avortement, par exemple, il met fin à ça. Voilà. Il a suspendu l'interdiction de TikTok. Il demande à la fédération, à la réserve fédérale, la Fed là, de suspendre la question de la crypto-monnaie. Oui, la monnaie électronique. Voilà, en rien de temps, il prend des décisions un peu révolutionnaires, mais basées sur ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est ça qui est un peu... Et vous comprenez pourquoi peut-être que la gouvernance, ce que lui-même appelle l'état profond là, lui en voulait à mort, parce que lui, il vient avec
quelque chose de différent, quelque chose de transparent, quelque chose de vrai. Qu'on soit d'accord ou pas, on doit malheureusement reconnaître sa légitimité à expérimenter quelque chose, parce que ce soit dans la mondialisation ou bien même avant, je pense que nos dirigeants du monde, je ne parle pas de nous, nos représentants nationaux, mais les dirigeants du monde, là, ils avaient basé la gestion des humains sur du faux, sur du mensonge. Et quand Trump est arrivé, voilà, il a dit que les médias classiques, là, c'est diffusent du fake news, du mensonge. Et lui, il s'est accroché un peu à ses réseaux sociaux. Et entre autres, c'est la raison peut-être pour laquelle il veut voir de très près les accusations à l'encontre de TikTok. Donc, moi, je suis d'accord avec le doyen qu'il faut qu'on regarde de près ce qu'on peut tirer comme profit. Parce que sur le plan idéologique, nous voyons les choses de la même manière. Lui, il part du problème, il fait un diagnostic et il applique une solution. Si ça ne marche pas, c'est un pays souverain, il a le temps de rectifier. Et s'il n'arrive pas au bout de son mandat, il pourra passer la main à quelqu'un d'autre. Alors que, apparemment, certains dirigeants, au contraire, quand il n'y a pas de problème, ils suscitent le problème. Et quand il y a le problème, ils maintiennent constant ce problème, comme le terrorisme au Sahel. Moi, je ne peux pas imaginer qu'après le 11 septembre, là, où tout le monde était contre le terrorisme, où nos chefs d'État même sont allés pleurer en Europe parce qu'il y a eu des attaques terroristes, qu'aujourd'hui, le monde accepte que le Sahel vive avec son terrorisme. Alors que même le terrorisme au Sahel a des répercussions, parce que quand ils ne peuvent plus frapper ici, ils vont aller là-bas. Et voilà. Donc, Donald Trump voit les choses différemment, que ce soit dans la gestion de la crise en Ukraine, que ce soit dans la gestion de la crise israélo-palestinienne, ou la crise de l'environnement. Monsieur Sagnon, vous croyez véritablement que nous luttons contre le réchauffement climatique? Vous avez vu des preuves véritablement qu'on va dans ce sens-là? Je prends un exemple. Vous avez prenez nos portables. Si vous prenez un chargeur d'un iPhone là, il ne peut pas charger un autre téléphone. Si vraiment le monde se préoccupe de réchauffement, on doit quand même pouvoir revoir l'utilisation de nos appareils pour qu'avec un seul chargeur, que vous puissiez charger tous les autres appareils, plutôt que d'avoir 1, 2, 3, et qui vont tomber en des études tout de suite en obsolescence que vous ne pouvez pas réparer. Vous voyez les motos GP, vous voyez toutes ces courses inutiles que le monde fait pour faire du business. Et moi, je ne vois pas d'effort sur le changement climatique. Cas, voilà pourquoi Trump a dit, retiré donc voilà, les États-Unis de l'accord de Paris. Sur le climat. Ce n'est pas qu'il va, je conclue, c'est pas qu'il va s'aimer un guillemet la merde, mais nous aussi, on doit remettre tout à zéro pour réexaminer afin de trouver le bon diagnostic et d'appliquer la bonne solution. Alors, dernière réaction sur le sujet, l'élection de Trump et ses engagements, ses ambitions pour les États-Unis. Alors, Adama Kabouri. C'est un conservateur pragmatique que j'ai retrouvé lors de ces 30 minutes de discours d'investiture. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a pris des décisions, il les avait annoncées, il les a concrétisées à travers des décrets. Et dans la forme même, quand vous regardez la liste des invités, au niveau européen, en dehors du président du Conseil italien, je crois, le reste, c'est pratiquement des personnalités de l'extrême droite qu'il a convié. Aucun dirigeant pratiquement de l'Union européenne modérée ni de la gauche était présent. Quand vous partez côté Afrique et Amérique latine également, c'est le même scénario. Et je crois que ça devrait quand même inspirer les pays africains, particulièrement les dirigeants de l'AES, qui emboîtent un pas de souveraineté dans la prise en charge du développement de leur pays. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est le retrait peut-être c'est vrai que l'OMS fait déjà pas mal de grandes choses, hein, mais Donald Trump, c'est un businessman, il sait ce qu'il y a derrière en réalité. L'OMS, c'est des grandes firmes de grandes firmes, voilà, qui sont parfois est-ce que justement la gestion de la crise liée au Covid-19 n'est pas que pour quelque chose dans cette décision? Absolument. Donc il ne faut pas peut-être jeter
jeter de l'argent là où ça ne va pas y aller, et ou encore encourager peut-être un groupuscule de personnes qui vont s'enrichir au détriment de la santé mondiale. Et moi, je suis curieux de voir la fameuse Union africaine qui sort encore pour demander à M. Trump de revoir sa position. Pourquoi pas ne pas calquer un modèle de santé continentale ou sous-régionale? Et d'ailleurs, au niveau de l'AIS, il y a déjà une caisse de dépôt voilà, d'investissement qui est là. Pourquoi pas ne pas aussi penser à un système de santé africaine ou sous-régionale, voilà, au niveau de l'Afrique? Parce que nous avons déjà des experts, nous avons de la ressource comme mon professeur Tinta, pour ne citer que ce monsieur-là. Voilà, donc je crois que nous avons la capacité. Et quand les gens parlent de la suspension aussi de l'aide aux pays en voie de développement, je crois que ce n'est pas du tout un problème. Même si, par exemple, on sait qu'en 2018, selon un rapport publié par notre agence de coopération, la Direction générale de la coopération, voilà, et je vois que les États-Unis sont le premier pays donateur, voilà, avec environ 105,12 milliards de dollars de francs CFA. Voilà, contre la France qui est un pays prêteur avec un montant d'environ 52,41 milliards de dollars, ça ne peut pas être un problème. Moi, je crois que nous avons suffisamment, l'Afrique a suffisamment de ressources, et je crois que je suis de ceux-là. En matière de développement local, il faut encourager nos ressources endogènes pour vraiment tendre vers une souveraineté absolue. D'accord. Alors, on a commencé cette émission avec 10 minutes de retard. On va donc peut-être demander au service programme de nous accorder peut-être 5 minutes pour terminer cette émission. Réaction très rapidement sur le Gabon, où les élections présidentielles sont prévues pour le 12 avril, c'est-à-dire dans moins de 3 mois. Est-ce que justement vous pensez que le président actuel, donc le général Brice Nguema, va être candidat même s'il ne l'a pas encore annoncé? Est-ce que vous pensez que tout est fin prêt pour pouvoir organiser les élections au Gabon dans ce délai? En un tour de table, 1 minute pour chaque intervention. On commence avec vous, Adama Kabouré. Oui, le général Brice Oligui Nguema sera candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Ça, c'est indéniable. Et les choses, c'est vrai qu'il ne l'a pas encore annoncé, mais de toute façon, la structure de la révision constitutionnelle, je crois, qui s'est opérée récemment, lui donne en tout cas carte blanche pour se présenter. Et je crois qu'il attendra un temps opportun pour le faire, même si quelqu'un, quelque part hier, a dit qu'il ne sera pas candidat. Je crois que lui, il va revenir sur le sujet. Il avait lui-même annoncé qu'il ne sera pas candidat. Si, il va l'être. Est-ce que vous partagez l'avis Blaise Kientega de Adama Kabouré sur ce point qui est catégorique, ferme? Il pense que le général Brice Nguema va se présenter. Ouais, ça va dépendre des schémas directeurs, donc du poste de commandement de la gestion des colonies. Parce que, visiblement, quand on regarde... Vous parlez de quoi exactement pour tout le monde? Non, je veux dire simplement que quand on voit quand on voit un peu comment ça fonctionne, c'est les derniers résidus de la France-Afrique, certaines agitations et tout. Donc, c'est compréhensible. Hein. Le Gabon était un grand symbole, une plaque tournante donc des réseaux donc, de la France-Afrique avec toute la mafia qui comportait à l'intérieur. On sait, avec Omar Bongo qui a été lâché en dernière minute, et voilà un monsieur qui vient après Ali Bongo qui vient, et quand on regarde ce monsieur-là, il est régulièrement à Paris, il est tout en tapis rouge à Matignon et tout, donc je peux dire que bon, visiblement ça va dépendre des humeurs de Macron. Si Macron veut qu'il soit candidat, il sera candidat, un peu comme M. Bataillon. Je vous l'ai dit ici que c'est du copier-coller, du déjà vu et du déjà entendu avec le Félix Houphouët-Boigny. Donc moi je pense que lui et Bataillon, M. Bataillon seront en tout cas des candidats. Bon, c'est que pour M. Bataillon, il y a tellement la pression, avec il y a un cheval de Troie qui est revenu des États-Unis, en l'occurrence Patrick Hachi, donc on est en train de regarder. Donc il y a tout ça. Donc tout ce qui concerne les pays aujourd'hui qui visiblement n'ont pas encore amorcé donc une tentative de couper le cordon ombilical avec donc ceux qui décidaient de qui devait être président en Afrique, on peut se dire ce sont des potentiels candidats en attendant. En attendant la décision de Paris, selon vous. Alors, Aimé Kambiré. Oui, tout à fait. Hein. Moi, je pense que ça dépendra de ce que Paris va lui demander. Je pense que Paris est un peu gêné de le recevoir en tant que un auteur de coup d'État, alors que de l'autre côté, il regarde mal
les auteurs de coups d'État au Sahel. Donc on a besoin quand même qu'ils mettent le vernis qu'il faut. Il avait lui-même dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils, mais la dernière révision de leur code électoral permet et aux militaires et aux magistrats de pouvoir se présenter. Donc moi je pense que je pronostique qu'il sera candidat, mais tout dépendra de ce que Paris va décider. Et oui, Oligui, Nguema, d'accord, mais moi j'aurais souhaité encore continuer sur Donald Trump, si vous voulez. C'est des marionnettes. Non, c'est une façon de tourner. C'est une façon de tourner pour dire que pour moi, c'est pas des dirigeants, c'est des marionnettes. D'accord, oui, dernier mot donc de cette émission, Ahmed Koné. Non, je constate que le président gabonais n'a pas du tout annulé les accords avec Paris, ce qui veut dire que il aura toujours le tapis rouge à Paris. Je le vois mal d'ailleurs en train de partir comme ça. Il va rebeloter, il n'y a rien à faire, il sera candidat pour les bonnes grâces de Paris. D'accord, alors Adama finalement a un allié, et que ça ne dépend pas de Paris. Alors merci à tous donc pour vos différentes contributions à cette émission qui s'achève. Merci à vous chers téléspectateurs pour la fidélité renouvelée à Débat de presse. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. Restez en compagnie de nos programmes.